Mahfouf Hassan, vous êtes chef de service oncologie à l'hôpital de Louiba. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à tous d'être ici pour sensibiliser. En préambule, le cancer colorectal est j'ai envie de dire, au triste podium des cancers chez nous, mais pas seulement chez nous, c'est dans le monde. Il occupe la deuxième place en termes d'incidence et de mortalité. On recense quelque chose comme 7000 nouveaux cas par an, selon les chiffres donc, dont nous disposons. Est-ce qu'on a une explication, professeur, de cette explosion de cas, justement? C'est pas, je rappelle encore une fois que ce n'est pas propre à l'Algérie, c'est dans le monde. Bien sûr, le cancer n'est pas propre à l'Algérie. Oui. Et le cancer est une pathologie qui est fréquente. C'est une des 3 premières causes de mortalité en Algérie. Et quand on voit le réseau national du rejet du cancer, qui est une des avancées qu'a ramené le plan cancer 2015-2019, donc qui est pour une population de 40 millions d'habitants, nous avons 43 900 cancers, toutes localisations confondues, donc une incidence, c'est-à-dire l'incidence et le nombre de nouveaux cas par an de 118 pour 100 000 habitants. Et dans les cancers colorectaux, ils sont en première position chez l'homme algérien. Après, chez l'homme et la femme non, il est en première position d'abord chez l'homme. D'accord. Avant le cancer du poumon. Le cancer du poumon qui était le premier, et maintenant il a été surclassé par le cancer colorectal. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que les Algériens fument moins. Au contraire, les Algériens fument plus. Les Algériens fument de plus en plus jeunes. Et les Algériennes surtout fument, puisque le cancer du poumon est en 7e position. Quant au cancer du côlon et du rectum, il est en première position chez l'homme et en première position chez l'homme et en deuxième position chez la femme, après le cancer du sein. Oui. Les facteurs d'incidence sont connus, c'est la sédentarité, c'est l'âge à partir de 50 ans où on va voir beaucoup de cancers apparaître, parmi eux le cancer du côlon. Et l'incidence, justement, l'âge de survenue du cancer du côlon en Algérie est de 56 ans chez la femme et de 57 ans chez l'homme. Et donc, vous voyez tous ces effets, et aussi le tabagisme. Aujourd'hui, finalement, on arrive, malgré tout, à améliorer la survie et à éviter les récidives? Oui, effectivement, la survie et les récidives, il y a d'énormes choses qui ont été faites depuis ce qu'on disait tout à l'heure avec Tariq, depuis 25 ans qu'on est sur le terrain. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont vraiment améliorées dans la chirurgie des cancers colorectaux. Il y a la chirurgie par endoscopie, par laparoscopie. Il y a la prise en charge justement ce qu'a dit le docteur Balou sur les résections des polypes qui font éviter la survenue de cancer. Il y a aussi la résection des métastases hépatiques, la résection des métastases pulmonaires, les carcinoses péritonéales. Il y a des traitements qui sont sur le terrain, qui ont changé le pronostic de ce cancer. Quand vous dites tout à l'heure le cancer le plus meurtrier, il y a pire. J'ai dit parmi les plus meurtriers. Il y a le mélanome, il y a le pancréas, la vésicule biliaire, qui sont hélas des cancers qui sont très meurtriers, qui sont fréquents aussi dans notre pays. Peut-être que c'est regrettable dans ce cancer particulièrement, parce que ça fait partie des cancers qu'on peut éviter. Exactement. Justement, j'aimerais vous faire revenir, vous faire rebondir sur les profils à risque, parce que je pense que c'est très important pour que les gens puissent s'identifier. Est-ce que finalement, les cancers colorectaux, on va les voir chez les personnes qui ont des maladies du type, par exemple, Mickey ou autres, ou des antécédents familiaux, ou plutôt, finalement, non, pas forcément. On voit aussi des cancers colorectaux chez des personnes qui n'ont pas d'antécédents. Bien sûr. Dans la majorité des cas, en fait. Dans la majorité des cas, vous savez, on a 5% de patients qui ont des maladies, et c'est une maladie héréditaire qui fait qu'il y a un cancer du côlon et du rectum qui va se développer. Il y a une population aussi où c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui sont pourvoyeuses. Mais la plupart de la population, c'est des populations qui ont des facteurs de risque qu'on peut maîtriser. Et quand on dit un dépistage de masse. Le dépistage de masse, il ne se fait pas d'une façon ponctuelle. Il se fait maintenant, mais vous allez continuer à voir ces patients. Si le test est négatif, vous allez le revoir dans 2 ans. Ailleurs, c'est une invitation que les autorités... À partir de 50 ans. À partir de 50 ans, les autorités vous envoient une invitation pour faire un test. Et si ce test est positif, il y a une colonoscopie. Si cette colonoscopie est positive, on fait appel au chirurgien. Si la résection du côlon et du rectum nécessite un traitement adjuvant par un traitement médicamenteux qui est la chimiothérapie, il y a le traitement qui se fait. Donc tout le circuit du patient est balisé. Il y a des images qui sont en train de passer. Oui. Donc il y a tout le circuit du patient
qui est balisé en Algérie donne des chiffres qui sont plus ou moins fiables, qui disent que l'âge c'est 56 ans. Oui. Et dans les services où on exerce, c'est dans les services, voilà, ça c'est important. C'est le chiffre. Oui, mais quand vous avez vous pouvez aussi avoir des sujets jeunes. Le plus jeune cancer du côlon que j'ai vu, il avait 17 ans. 19 ans aussi. 17 ans quand j'étais assistant au CPMC. Oui. Donc ça peut arriver même ça peut arriver, donc ça peut exister. Oui. Vous savez, le cancer reste toujours une maladie énigmatique. Un test négatif veut dire qu'il n'y a pas de cancer. Un test négatif Non. Oui. Ça ne veut pas dire forcément. C'est qu'il n'y a pas de saignement et il faut refaire un autre test ultérieurement. Il faut pas se dire c'est bon, mon test est négatif, c'est bon. Oui. Dans tous les examens de dépistage, c'est des examens qui sont cycliques dans le temps. C'est pas un examen ponctuel, vous le faites aujourd'hui et vous le faites plus. C'est comme le dépistage du cancer du sein, même chose. Dépistage du cancer du col de l'utérus, même chose. Il faut continuer à les faire dans le temps. Pourquoi on ne va pas, depuis le temps qu'on parle du cancer colorectal en Algérie comme étant une maladie qui touche beaucoup de monde, pourquoi on ne va pas aujourd'hui vers un dépistage de masse? On sait très bien que ça coûte moins cher que de prendre en charge des malades, vu les circonstances que connaît tout le monde aujourd'hui, les difficultés de prendre en charge nos malades, la difficulté d'accès aux soins. Pourquoi on ne se dirige pas vers C'est compliqué? C'est une question très pertinente que vous posez. Il faut arrêter de prendre en charge que l'aspect thérapeutique Absolument. De la pathologie cancer. Il faut penser à la prévention. Sur la prévention, le dépistage de ces maladies qui sont pourvoyeuses de mortalité. C'est ça un petit, le plan cancer 2015-2019 et même celui qui va suivre doit s'axer sur donner tous les moyens pour la prévention, éviter tous les facteurs de risque qui peuvent engendrer ces pathologies cancer, qui peuvent avoir un lourd tribut, non seulement en termes de finances, mais surtout en termes de vie humaine aussi. Parce que n'oubliez pas, derrière ces cas, derrière ces patients, il y a des familles, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des enfants qui vont subir cette prise en charge et surtout les affres de cette pathologie. Donc il faut tabler nos efforts. Moi, quand on parle cancer et on parle beaucoup plus traitements innovants, radiothérapie, chirurgie, etc., on oublie l'essentiel. On oublie la prévention, on oublie le dépistage, on oublie le diagnostic précoce, qui sont les seuls garants d'une prise en charge adéquate. Pourquoi les autres pays, dits entre parenthèses développés, qui ont des systèmes de santé performants, ont des chiffres de mortalité qui sont moindres par rapport aux nôtres, parce que eux, ils tablent sur la prévention. Prévention égale tabac, égale obliger les gens à faire de la marche, obliger les gens à manger healthy, obliger les gens à faire un dépistage, obliger les gens à ne pas fumer, et surtout à ne pas fumer dans les lieux publics. Puisque l'enfant commence à fumer à l'âge de 6 ans en Algérie, aller dans les écoles. Quand on était à l'école, il y avait des personnes qui venaient il y avait la DGSN qui venait nous parler sur le tabac, sur la drogue, les psychotropes, etc. Donc, il y avait des campagnes. Il y avait des campagnes. Donc il faut revenir. Est-ce que les chimiothérapies, j'ai envie de dire les traitements classiques aussi, qu'on a l'habitude d'utiliser dans les autres cancers, chimiothérapie, radiothérapie, sont inévitables également dans le cancer colorectal? Et est-ce qu'on les utilise justement en pré-opératoire ou post-opératoire? Là, vous commencez à vous initier à cette pathologie. Là, déjà, avant de prendre cette décision, c'est pas seulement l'oncologue ou le chirurgien qui la prend. Comme vous nous voyez maintenant, Myriam, Mustafa, Tariq et moi, il faut aussi un radiologue, un imageur, un anatomopathologiste, et on discute du dossier du patient. Et généralement, on aurait aimé que ce soit le médecin de famille ou le médecin généraliste qui ramène le dossier du patient pour qu'il soit aussi au courant de la démarche thérapeutique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Ça se fait dans les grands centres et à Rouiba, nous participons à 2 ou 3 puisque nous sommes sur une RCP Est d'Alger et l'RCP aussi du CPM, du Centre Pierre et Marie Curie, où il y a les différents services d'oncologie qui se retrouvent tous les mercredis. Donc on discute le dossier du patient et en fonction de l'évolution de la maladie, parce qu'il y a le bilan diagnostique qui est fait par la colonoscopie et la biopsie et la pathologiste qui va nous dire est-ce que c'est bénin ou c'est malin. Il y a aussi le bilan d'extension qui doit être fait. On fait généralement un scanner thoraco-abdominopelvien
et une IRM pelvienne lorsqu'il s'agit d'un cancer du rectum. Et il y a aussi le collègue radiothérapeute qui nous dit est-ce qu'on va commencer par une radiochimiothérapie concomitante pour ce qui est du rectum, dans les délais raisonnables, parce qu'il faut que 6 semaines après, il soit opéré, après la fin de la radiothérapie. Donc c'est une course contre la montre. Donc on s'inscrit, on ne parle plus d'une prise en charge du patient, mais d'un projet thérapeutique qu'on doit fournir au patient. Si on dit que c'est chimiothérapie, généralement mercredi, le patient, on lui donne rendez-vous dans la semaine, c'est-à-dire dimanche ou lundi, pour qu'il fasse sa chimiothérapie, pour réduire le nombre de métastases ou réduire la taille des métastases pour qu'il soit opérable. Donc c'est en fonction du stade de la maladie qu'on peut dire ce patient va recevoir de la chirurgie seul, ou bien après chirurgie, il y a un traitement médicamenteux qui va se faire par une chimiothérapie avec son thérapie ciblée. Sinon, si c'est une stade métastatique, on va demander à la collègue pathologiste de nous faire le testing RAS. Le testing RAS, il va nous dire est-ce que c'est un RAS sauvage ou c'est un RAS muté. Pour cela, on va faire une thérapie ciblée qui est adéquate à ce traitement. Donc tous ces nouveaux traitements qui sont venus pendant ces 25 ans d'existence pour nous en tant qu'oncologues et chirurgiens, ont apporté un bénéfice en termes de vie et de qualité de vie. Parce qu'il y a aussi la qualité de vie qui est importante. Absolument, ça c'est très important en post-opératoire justement. Quelles sont aujourd'hui les plus grosses difficultés qu'on rencontre dans le parcours de traitement, professeur Marfouf? Et est-ce qu'on arrive justement à les contourner? Parce que on arrive à les contourner lorsque le patient frappe à la bonne porte. C'est-à-dire nous avons 2 collègues, 2 amis endoscopistes qui vont, après un dépistage, faire une biopsie, faire une colonoscopie et trouver la lésion, faire une biopsie, réséquer si c'est un polype, et surtout ne pas perdre de vue le patient. Tariq le prend en chirurgie, soit une chirurgie conventionnelle, soit une chirurgie laparoscopique, parce que la chirurgie cilioscopique aussi a un avantage et peut être un bénéfice dans les cancers du côlon et du rectum. Le collègue radiothérapeute doit le prendre dans les délais. J'insiste sur les délais, parce que c'est important. Et le délai entre la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie doit être respecté. C'est ça le plus gros problème, justement, c'est les rendez-vous. C'est pour ça que je pose la question. Si le problème des rendez-vous en oncologie, je crois que le problème ne se pose pas. En chirurgie aussi, en endoscopie aussi. En chimiothérapie aussi un peu moins, mais en radiothérapie, c'est le gros problème. En radiothérapie, le grand problème, c'est la radiothérapie. On a parlé tout à l'heure aux antennes. Je vous ai dit, madame, il y avait 7 accélérateurs linéaires. Nous avions des délais qui étaient à 1 an. Nous avons 50 accélérateurs linéaires. Nous sommes sur des délais dans certains centres, parce qu'il y a du surcharge, il faut dire qu'il y a des surcharges sur certains centres qui sont des délais de 1 an. Et le collègue chirurgien sera obligé, au lieu de faire une radiochimiothérapie concomitante, de faire une chimiothérapie ou une chirurgie pour réduire la tumeur et pouvoir l'opérer. Mais il faut une fois pour toutes, qu'on règle, qu'on discute, c'est quoi le problème des rendez-vous de radiothérapie. Pourquoi il y a un accès qui est limité pour la radiothérapie. Par rapport au cancer métastatique, aujourd'hui, il y a des procédés et des nouveautés dans les thérapeutiques qui nous permettent aussi d'agir, même quand c'est un cancer qui a touché d'autres organes. Exactement. Oui. Parfois, tellement le patient il a reçu toute la panoplie de traitements et nous sommes à 7-8 ans de sa maladie, et il demande toujours le traitement, on lui dit qu'est-ce qu'on va lui mettre, on a tout mis et il reste toujours quelque chose, donc on sera obligé parfois de revenir sur les anciens traitements qu'il a reçus. Mais je voudrais un petit peu rebondir sur l'aspect psychologique. Vous avez vu tout à l'heure le patient que vous avez interviewé dans le service où vous exercez, il a parlé du jour, il se rappelle du jour, il se rappelle de la date. C'est un impact psychologique extraordinaire. Et le patient n'oubliera jamais lorsque Madame Baloul ou Mustafa lui a dit vous avez un polype ou vous avez un cancer, lorsqu'il est passé voir le chirurgien, etc. Donc il va se rappeler, la vie s'arrête. Et parfois c'est la vie de toute une famille qui va s'arrêter. Et je voudrais aussi revenir sur les stomisés, parce que les stomisés aussi souffrent. Quand un stomisé, imaginez-vous... Expliquez juste brièvement ce que c'est qu'une stomie. Un patient qui a une poche de colostomie. Donc, quand il a 30 ans, 20 ans, 40 ans, et c'est une femme ou c'est un homme, ça sera très difficile d'assumer la poche de colostomie. Et après, il y a aussi le fait de trouver ces poches de colostomie. Quand il est conventionné CNAS ou CASNOS, donc il a accès à l'achat de ces... Sinon, il va les acheter lui-même. Et aussi, ces poches de stomie, il faut les entretenir. Ces poches de stomie aussi doivent être faites, confectionnées par les chirurgiens convenablement.
parce que c'est l'image corporelle du patient qui va être changée à jamais probablement. Donc c'est pour ça qu'il y a un traitement par radiochimiothérapie pour essayer de la conservation sphinctérienne pour éviter justement ces poches de colostomie. Mais parfois la tumeur rectale elle est trop basse et on n'arrive pas à conserver le sphincter anal. Donc ça aussi, c'est un drame pour ces patients. Cette émission est arrivée à son terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.